cette deuxième masterclass consacrée au film Les Vampires d'Avalon. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 invités de marque. Tout d'abord, Jérémy Farley, ici présent, qui est donc le réalisateur qui se distingue par sa capacité à mélanger dans ce film horreur avec un ton décalé et excentrique. Son approche du cinéma fantastique est unique puisqu'elle allie influence classique mais aussi contemporaine. À ses côtés, nous avons Marina Navarro. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir. Vous êtes une actrice en pleine ascension qui a également un rôle important dans le film Les Vampires d'Avalon, celui de Sophie. Marina, vous êtes notamment connue au théâtre et vous avez joué également dans la comédie de Sacha Guitry, Quadrio, mise en scène par Jérémy Farley, ici présent. Et enfin, à ses côtés, nous avons Bruno de Brandt, enfin à ses côtés, à côté de Jérémy, nous avons Bruno de Brandt, que nous connaissons pour ses rôles dans des séries populaires comme K1. Cette fois, il incarne Blombac, un inspecteur véreux dans le film Les Vampires d'Avalon. Vous connaissez également Bruno, puisqu'il nous a fait l'honneur de venir un certain nombre de fois à Menton. Il a été primé notamment l'année dernière en qualité de meilleur acteur pour son rôle de Pierre Delancre dans la série des Filles du Feu qui a été diffusée sur TF1. Soyez tous les 3 les bienvenus. Merci. Nous allons donc tous nous plonger ensemble dans les coulisses de ce projet. Pour replacer les Vampires d'Avalon dans son contexte, le film suit 2 vampires, Tim et Alexandre, qui sous le prétexte d'engager des jeunes femmes comme Nounou, les assassinent dans leur château. L'inspecteur Blombac, ici présent, et Van Helsing tentent d'intervenir. Ce mélange entre horreur, comédie noire et fantastique est ce qui fait la particularité de ce film que nous découvrirons ce soir en ouverture du 8e Festival international du film fantastique de Menton, ça c'est dit. Donc Jérémy, sans plus attendre, pour commencer, nous aimerions que vous nous parliez de la genèse de ce film, s'il vous plaît. Oui, mais comme je vais piquer le micro, Super. on va répondre tout de suite. Je voulais en profiter parce qu'il est dans la salle. Vous présentez aussi notre chef opérateur magnifique. Il est là. Aurélien. Il est là, Aurélien. Je suis pas d'accord. Et donc, la genèse, oui. Donc la genèse. Alors en fait, au départ, c'était une pièce de théâtre. En fait, on a écrit cette pièce il y a un moment avec Clément Roux. On avait commencé à la mettre en production avec Julien Boisselier, Pascal Demelon, Grégoire Bonnet et Julie Ferrier. Et on avait une autre pièce en même temps, donc ça a un peu traîné et le Covid est arrivé. Donc en fait, plus de théâtre, plus question de faire des pièces. Moi, je suis réalisateur à la base. Donc, je me suis dit, on va le transformer en film. En tout cas, je vais essayer de voir si la pièce est adaptable en film. C'était une pièce... la pièce est un peu différente du film. Elle est plus baroque, plus bizarre, elle est plus folle. C'est un petit peu du Grand Guignol. Ça baigne dans le sang, tout ça. Mais le film, c'est... En fait, moi, très vite, en adaptant, je me suis dit, je vais essayer d'en faire un film des années 70. En fait, essayer de faire les films d'horreur qui me faisaient peur quand j'étais petit, tout en gardant le côté comédie, le fait que ce soit, à mon goût, assez drôle. Et donc, je voulais garder ça, mais on a perdu le côté léger. On a même viré des scènes qu'on a tournées, pourtant, du début, qui étaient des scènes un peu plus légères. On a tout de suite voulu... En fait, on a fini par faire quelque chose d'assez sombre, et tout en restant drôle par les dialogues et tout ça, mais voilà, l'ambiance est sombre, le film a un certain rythme, et ça ressemble beaucoup aux films de quand j'étais petit, des films qui me faisaient peur, quoi. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place, ce projet ? Vu qu'on l'a autoproduit, c'était forcément difficile. Il y a des gens qui nous ont, et d'ailleurs quelques-uns sont dans la salle, Anne, Michel, et mon chef opérateur, mon directeur de la photo, qui a mis de son argent carrément dans le projet, donc qui est aussi producteur, donc je lui dois quand même une forme de respect. Et donc moi j'ai mis de l'argent, tout ça, voilà, donc on a fait des... Mais on l'a fait
avec un budget ridicule par rapport à un vrai film produit. Et est-ce que le processus d'écriture, est-ce qu'il a beaucoup évolué au fil du temps? Oui, en fait, vu qu'on partait de la pièce, et puis nous, on aime bien travailler quand même, donc on a fait beaucoup de versions. On a fait beaucoup de versions, et après, les répètes avec les comédiens, on continue de travailler sur le texte, on continue de travailler sur les scènes, et après, sur le tournage. C'est-à-dire que, en fait, nous, on a choisi, moi j'ai choisi, c'était mon casting d'origine. C'est-à-dire les gens que j'ai eus, c'était ceux que je voulais. Vraiment, c'était ceux qui étaient parfaits pour faire le truc. Et en fait, je ne pensais pas réussir à tous les avoir, vu les conditions du commun. Il fallait caler sur les plannings de tout le monde. Monsieur qui a un truc de ministre, j'ai pu caler des scènes. Il est sur 3 tournages en même temps. Donc voilà, c'est un peu funky, mais c'est... Oui, on a toujours réécrit, toujours recommencé, toujours travaillé avec tout le monde à chaque étape. Et il y a eu des défis particuliers durant cette période justement d'écriture? Non, l'écriture, franchement, on est très très entraîné, donc on n'est pas en difficulté sur l'écriture. Après, la prod était plus difficile que l'écriture. C'est-à-dire que, déjà, si j'ai pas le château, je tourne pas le film. Parce qu'il me faut le château, il me faut le bon château. Et il faut qu'on l'ait au prix possible. Parce que quand même, on reste 4 semaines dans le château, donc c'est compliqué. Donc il fallait, moi de toute façon, je savais que si j'avais pas Aurélien avec moi, et que j'avais pas le château, je ne faisais pas le film. A priori, celui pour lequel, parce que j'avais été aussi sollicité par Jérémy sur la version théâtrale. À une époque, les castings avaient bougé, pareil, pour des problèmes de disponibilité, etc. Et donc, j'avais été pressenti pour un des rôles des vampires. Ouais, Alexandre. Et donc, Blombac était un personnage qui était écrit d'une autre façon. Et en fait, quand j'ai pris de ses nouvelles, il m'a dit « Ouais, je vais partir sur le film, etc. » Mais de toute façon, t'es pas libre. Et puis, de toute façon, j'ai fait ma distribution, machin. Non, je cherche toujours le flic. Et je lui dis « Mais le flic. » Et il me dit non, mais tu peux pas le faire. Mais je dis, bah écoute, moi je suis libre, c'est quand? C'est novembre, bah, je suis libre. Et là, tout d'un coup, il a dit, ah mais... Et il a réécrit un peu. Ouais. Et donc, on a réfléchi ensemble à quel genre de flic, dans ces années 70, on rêvait. Et on avait comme ça 2-3 références en commun, ouais, de cinéma, de vision, de cinéma italien, voilà, sur Gassman, sur Gian Maria Volonté, etc. Donc on avait comme ça quelques repères et ça m'a énormément amusé. Après, il a suffi qu'on aille tous ensemble au costume pour s'amuser à trouver comment il s'habille. Et une fois qu'il s'était habillé et que je me suis retrouvé comme ça a été très simple de trouver cette espèce d'enveloppe de Blombac. Et ensuite, voilà, j'avais confiance en Jérémy, j'avais déjà joué pendant des années au théâtre avec lui, je me suis laissé faire. Et on a tout de suite, en fait, improvisé une espèce de figure sur les premières scènes, et puis il était content, donc j'ai poursuivi le chemin. Mais je n'avais pas d'idée préconçue, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la tonalité, justement, avec ce personnage qui oscille entre ironie et le sombre? On pense à tous les sales cons qu'on connaît. On les additionne. Et puis on s'amuse surtout. En fait, ce film-là, ça fait partie des films rêvés dans un parcours. En fait, c'est l'addition de toutes ces références qu'on a, le cinéma qu'on aime et le cinéma qu'on regrette, celui qu'on ne peut pas faire parce qu'en ce moment on ne peut pas parler de ci, on ne peut pas parler de ça, on peut pas faire. Et tout d'un coup, on avait les moyens, puisqu'on n'était pas produit, les moyens de faire ce qu'on voulait. Et donc du coup, on a une liberté d'esprit et on s'autorise à faire, à se laisser aller, à jouer comme un enfant, sachant qu'on a quelqu'un qui vous regarde et qui est à notre près. Donc du coup, on est en confiance pour pouvoir se dire non, là t'es un peu trop, là vas-y, grimpe. Donc c'est presque naturel, c'est-à-dire c'est comme si on faisait l'addition de toutes ces références de cinéma qu'on aime. Et une fois qu'il est costumé, voilà, je me suis laissé guider. Marina, de votre côté,
Comment est-ce que vous avez préparé votre rôle de Sophie? Alors Sophie, c'est une jeune femme assez naïve et qui plane un petit peu. Elle vit dans une communauté hippie, donc elle débarque au château sans se rendre compte vraiment du danger. Moi, je me suis basée sur son empathie. Donc voilà, Sophie, en fait, elle se retrouve à rassurer le vampire, à essayer de l'aider. Et donc voilà, je me suis basée sur sa sensibilité, son empathie. J'ai essayé de creuser sur ce point. Et justement, cette dynamique, comment vous êtes arrivé à trouver cette dynamique avec les vampires, cette interaction avec ces vampires-là? En fait, Tim, l'un des deux vampires, c'est un personnage qui est monstrueux, mais en même temps très fragile et qui est assez touchant. Et du coup, c'était un peu comme un enfant quand il se retrouve en face de Sophie. Il a aussi un côté finalement innocent. Et voilà, c'est des vampires un peu atypiques en fait. Jérémy dirigeait des acteurs dans un film où il y a donc humour et horreur qui coexistent. Ça peut être souvent délicat, c'est à double tranchant. C'est ça. Comment avez-vous géré cette direction du coup? À la baguette. Avec des acteurs expérimentés. Moi, pour moi, c'est pas du tout un souci parce que j'ai une obsession de la sincérité. Donc en fait, après on aime ou on n'aime pas, mais il n'y a pas de souci. Je ne peux pas flotter en fait parce que les textes sont drôles. En tout cas, moi je les trouve marrants. Et j'ai juste une obsession de la sincérité. Donc je rentre jamais dans on se fait plaisir, on est potes, on rigole ensemble. Je déteste ça en fait. Donc le truc c'est, je veux qu'ils soient à fond tout le temps, et qu'ils soient tout le temps hyper sincères dans les enjeux, leurs émotions, le rapport aux autres, le rapport à l'autre personnage. Donc ces choses-là, je suis complètement obsédé par ça. Donc j'ai même pas besoin de me forcer en fait. Je suis complètement. J'ai juste besoin d'alléger le texte pour faire un texte léger, parce que sinon j'enfonce tout le monde dans un truc. Mais sinon, je m'arrange pour que le texte soit léger, un peu marrant, tout ça, machin. Et après, je m'obsède sur la sincérité. Et c'est pas du tout, il n'y a pas d'effort à faire. Et j'aimerais maintenant revenir sur ce fameux château. Ouais. Sur le choix de ce château. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Comment il s'est imposé à vous comme ça? Alors, moi j'ai un petit côté gogol aussi, il faut le savoir. Donc en fait, on était à Châtelet. C'est un château qui est à côté de ma maison de famille. C'est-à-dire, mon père, il avait une maison là, et c'est une petite maison à côté du château. Et moi je cherche le château, je regarde partout en France, machin. Et il y a Marina qui me dit, mais le château là-bas, ah non, le château là-bas, je le connais, je l'ai vu petit, putain, mes souvenirs, c'était un truc très sombre, très machin. J'avais le souvenir du château enfant, j'avais visité enfant. Il me dit, ah quand même, tu pourrais regarder ce qu'il est bien et tout, machin. Donc, ok, j'y vais, et là, putain, en fait, c'était parfait. C'est-à-dire, on enchaînait les salles, et par rapport au script, ça collait, tout collait. En fait, les gens ne se rendent pas compte, parce qu'en fait, évidemment, on n'a pas tourné. Dans le film, ils ont l'impression que certaines pièces succèdent à d'autres, c'est pas le cas. Mais pièce après pièce, c'était parfait. On n'a presque rien fait en termes de décor, il faut le savoir. Donc nous, on voulait un truc qui se passe dans les années 70, dans un vieux château, machin, il y a tout qui collait. Oui, même le maquillage colle. Ouais, exactement. Il faut dire que je parlais de magie tout à l'heure, mais la magie de ce château, la magie de ce château, c'est que c'est un patrimoine quasiment unique en France. C'est-à-dire que le type qui tient le château, c'est vraiment un héritier. Pour le coup, c'est pas un gardien. C'est le comte de Chasselues. C'est le comte de Chasselues. Il est, alors, pour la petite histoire, c'est assez miraculeux, c'est que dans le film, il y a Julie Ferrier et donc Bibi, et nous avions tourné l'un et l'autre dans un film de Philippe Niang, dans le Morvan,
il y a quelques années un très joli film d'ailleurs qui s'appelle La révolte des innocents et qui racontait d'ailleurs un drame du Morvan en 1909, des notables qui détournaient les subsides d'État pour faire des asiles d'enfants et qui les bouffaient tout cru. Parc Océan, et ça a donné lieu d'ailleurs au premier procès et puis l'année plus tard au premier tribunal pour enfants. Bref, c'était un petit Dickens le film. Et donc on avait déjà tourné des scènes de notables dans ce château. Donc le châtelain nous connaissait et ce type donc a accepté de laisser le château à l'équipe alors que ce patrimoine il a 1000 ans d'histoire. C'est-à-dire qu'on tournait dans des salles et dans des meubles. On n'a pas eu besoin d'ensembliers, de décors, etc. On tournait dans un patrimoine de plus de 1000 ans d'histoire. Des objets qui valent des fortunes. Et il nous a laissé, on avait des consignes évidemment de ne pas toucher à celui-là, pas mettre un verre. Voilà. En fait, on a loué le château quand même, mais à un prix dérisoire. Dérisoire par rapport aux cadeaux et aux trésors. C'était vraiment. Puis de toute façon, il fallait qu'on loue pour des histoires d'assurance. Tout ça, de toute façon, il n'est pas question qu'on chope gratis, mais c'était vraiment un prix incroyable qu'il nous a fait. Mais bon, en même temps, il connaissait le père. Et ça l'avait. Ils se connaissaient, donc quand même, ça a aidé. Depuis l'intuition de Marina jusqu'à la fin, c'est quand même aussi un miracle. C'est ça le cinéma. Exactement. Et du coup, dans un décor aussi imposant et avec une histoire a priori qui vient là, comment est-ce qu'on fait en tant qu'acteur pour se glisser, se fondre dans ces décors-là? Puisque c'est toi qui l'as trouvé, réponds. Tu t'en es très bien sorti, je te jure. À partir du moment où on est dans le personnage, voilà, une jeune fille qui débarque dans ce château somptueux, donc qui est impressionnée. Oui, moi j'y étais, donc du coup c'était beaucoup plus facile de se sentir immergé dans l'histoire. Oui, et puis elle a la taille requise, à l'époque ils sont petits, on se fondre dans le château. Et vous, Bruno? Moi j'ai dû me baisser plus souvent. Pour la hauteur des portes. Mais... Non, mais moi je ne suis pas dans le château en vrai. Donc, Pas tellement, je suis constamment, je me heurte à une porte fermée en permanence. Et quand je m'infiltre, c'est trop tard. Est-ce que vous avez des histoires amusantes, marquantes à partager? On n'a pas eu le temps. Si, nous on a eu le temps pendant qu'il travaillait. Non, des histoires, on peut parler du casting. On a quand même la chance d'avoir des drôles dans le casting, et notamment dans le casting, il y a trois des chiches capons qui sont des clowns inouïs. Et donc ça fait partie des anecdotes. On a un casting quand même qui est extraordinaire. Parce que tu parlais de sombre tout à l'heure, évidemment c'est un film de vampire, mais tu n'oses pas aller trop loin dans l'humour. Il y a l'humour de l'écriture qui est fin et qui est très référencé, donc on aime ou on n'aime pas, on y va ou pas. Et dans l'incarnation des personnages, il y a quand même, moi ça fait partie de mes fiertés, c'est-à-dire ce Biomba qui est rigolo, mais c'est surtout les autres qui sont drôles, et il y a des performances d'acteurs qui sont incroyables. Donc c'est surtout ça que vous allez voir, c'est des acteurs inouïs. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que l'humour, ça semble être vraiment une composante importante dans ce film. C'est pas que sombre. Pas que sombre. Et c'était un choix dès le départ, ou est-ce que c'était quelque chose qui s'est imposé en cours de production? Non, c'était vraiment dès le départ. Nous, on fait de la comédie depuis des années. Et les pièces, tout ce qu'on fait comme projet, de toute façon, c'est de la comédie. Au mieux, c'est de la comédie dramatique, quoi. Mais c'est pas... Donc, en fait... Non, ce que je veux dire par rapport à Bruno, tout à l'heure, il disait, par rapport à ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, maintenant, en production, on a des soucis quand même, parce que, par exemple, quand un mec dit un truc atroce dans un dialogue, les gens ils disent, ah non, tu peux pas dire ça. Je dis, le mec est atroce. C'est un con. Normal qu'il dise ça. Et en fait, il y a une espèce de truc bizarre. De lissage. Voilà, on n'a pas le droit même de faire des personnages qui sont
Inaudible. Et après, s'ils disent des choses horribles, il faut qu'ils soient horribles sur toute la longueur. Mais non, les êtres humains, c'est pas comme ça. Ils sont horribles, parfois. Ils peuvent dire des choses horribles. Et puis, à d'autres moments, ils peuvent être sympas. Ils peuvent être pas trop cons, machin. On a tous un oncle GG qui vient Ouais, à Noël, ça. et qu'on veut mettre à la porte Ouais, c'est ça. tous les Noëls, mais il est toujours là. Oui, surtout que l'humour, ça permet aussi de désamorcer certaines situations, même dans des moments sombres, au final. Non, et moi, de toute façon, moi, je vois pas le truc autrement. Même les séries françaises, j'ai des copains qui aiment bien certains trucs. Et moi, j'aime pas parce que les Américains, ils font pas ça. Les Américains, ils font attention à toujours mettre de l'humour. Mais moi, j'ai du mal avec les séries où il n'y a pas d'humour. Parce que je trouve pas ça humain. Pas ça normal. Tout le monde connaît des gens rigoureux, tout le monde discute. Même chez les flics, en train de se canarder avec des gangsters, en vérité, il y a toujours quelqu'un qui est capable de sortir une connerie. Donc ça me gêne d'avoir une espèce de truc très sombre comme ça. Ils se regardent droit dans les yeux, avec la puissance, machin, ça m'emmerde un peu. Moi, j'aime bien le... Pour vous donner une idée, on a joué pendant près de 3 ans une pièce qui raconte tout Jérémie et son écriture et son univers. Ça s'appelle Une journée si tranquille. Et c'est un type qui vit constamment la même chose, qui vomit du sang en permanence. Et le public, parfois, est venu 13, 14, 15 fois voir la pièce tellement il était bidonné. Donc on est toujours au bord du grand guignol, de l'absurde. Donc c'est pas de la comédie dramatique, c'est pas du burlesque, c'est une écriture qui lui est singulière. Et maintenant aussi dans le compagnonnage avec Clément Rouault, qui est l'un des interprètes magiques d'un des vampires, qui est le co-auteur de la pièce et puis du film. Et c'est ça l'univers de Jérémie. On est à mi-chemin entre, si on devait faire c'était la mode à une époque pour présenter des films et essayer d'espérer de les voir se financer, de dire c'est entre Dupont-la-Joie, si vous avez la référence, et La fiancée de Frankenstein. C'est-à-dire qu'on est entre l'horreur, l'inaudible aujourd'hui, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire Dupont-la-Joie aujourd'hui, c'est pas possible, c'est censuré systématiquement. Et voilà, on est dans cet univers-là. Oui, entre satirique, onirique, satirique. Après, moi, j'aime bien. Ouais. En fait, je trouve qu'on peut coller la comédie à n'importe quel... On a fait des pièces de théâtre, il y a une pièce de théâtre qu'on a faite qui s'appelle La vie privée d'un super-héros. C'est un super-héros qui veut lâcher l'affaire parce qu'il est crevé. Et en fait, voilà, on dit des conneries et ça marche très bien. Enfin, je veux dire, l'histoire est presque sombre, en fait. Parce qu'il est en dépression, il est vraiment cuit. Il demande à sa femme d'arrêter, il dit je peux plus. Et tout. Elle dit si, il faut que tu continues. En fait, ça pourrait être une histoire sordide. Et en fait, c'est hyper crétin. Donc moi j'aime bien, je trouve que c'est plus intéressant de prendre une structure, une histoire qui est un peu, qui raconte quand même quelque chose de pas forcément très rigolo, et d'en faire quelque chose de drôle à l'intérieur de ça avec les dialogues en fait. Parce que l'histoire des vampires, c'est pas hyper marrant. L'histoire. Après c'est marrant parce qu'ils disent des conneries, mais sinon c'est pas drôle. Enfin, je veux dire, on n'aimerait pas être à leur place. Voilà, on n'aimerait pas être à la place des bébisiteuses, on n'aimerait pas être à la place de personne. Donc, Blombac, il est bien dans ses plans. Blombac, il est bien, mais ouais. J'aimerais pas être Blombac quand même. Mais c'est très cool. Mais il ne sait pas. Ouais, il sait pas. Ouais, Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à quelques questions du public. Les beaux artistes, c'est pas pour me flatter, hein, c'est pour vraiment parler de notre métier. En fait, c'est des artisans, il faut y aller à fond en fait. Si tu commences à avoir des caprices et des choses comme ça, c'est... Moi, j'ai toujours été admiratif de son courage. Parce que quand on a commencé à bosser ensemble, on avait 25 ans. Ça demande du courage. Il avait 25 ans, on avait 25 ans, je sais pas, par là. Imagine l'ambiance. J'ai fait la pièce dont on a parlé tout à l'heure, c'était une pièce en verre. Et donc je passe... En verre libre. En verre. Je passe la pièce à un acteur qui avait une Molière, je sais pas quoi. Oui. Le mec, il commence, il fait Boyer. Benjamin Boyer, un magnifique acteur. Très bon acteur, super, sauf qu'il fait quelques répétitions, il n'en peut plus. En fait, il me dit, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Et donc je tombe sur lui, et lui il me dit, pas de problème, j'ai tout droit. Et donc on se met à bosser. Et franchement, ça a été une épreuve. Et lui, il est indestructible. Bruno Debrant, il faut savoir,
Je pleurais en fait, en cachette toute la nuit. C'était horrible, il me harcelait, c'était horrible. En vrai, c'était horrible, mais comme c'était le destin de ce bonhomme, je m'en suis servi pour Et franchement, c'est incroyable. Je veux dire, c'était tellement difficile à faire ce truc que j'étais époustouflé de sa résistance et de son courage. Mais pour être beaucoup plus sérieux, en fait, c'est ça notre métier. C'est-à-dire qu'il faut expérimenter ça. Si on peut parler de courage, c'est ça, en fait, le métier d'acteur. Évidemment, il y a des outils, il y a un apprentissage, des techniques, etc. Mais ça ne suffit pas. Après, il faut expérimenter tout un tas de choses. Et donc, s'il doit y avoir du courage, c'est ça. C'est l'endurance. Moi, j'ai un passé du sport. Et c'est ça, l'une des qualités que doit avoir un acteur. C'est l'endurance au mal, l'endurance au temps, l'endurance à l'orgueil, c'est être capable en fait de ne pas faire des refus d'obstacles. C'est chaque fois, parce qu'il y a chaque fois des obstacles, on est quand même dans une situation, Marina vous le dira, il faut remettre sans arrêt il faut sans arrêt se vendre, sans arrêt recommencer autre chose, sans arrêt être sur le marché du travail. Tu quittes un projet, bon, pas bon, tu as été bon, pas bon, tout le monde s'en fout, il faut recommencer et se remettre à zéro. Donc ça demande une sacrée endurance. Donc si tu traverses pas ça au début de ta carrière, même une pièce difficile, parce que sa pièce, elle était injouable, vraiment, il y avait 2500 vers libres et qui se répètent sans arrêt, c'est-à-dire que c'est comme du Coltès un peu, c'est un discours du 17e mais contemporain, et donc c'est comme une partition de Bach, c'est-à-dire que les notes reviennent en permanence mais décalées, et donc la mémoire, le jeu c'était dur, ça. T'empêche de pouvoir le tenir, donc il faut apprendre ça comme une partition, et donc forcément t'es nul, forcément tu butes, forcément t'es mauvaise, forcément tu rates. Il nous est arrivé plein de fois d'ailleurs de se tromper sur scène, et puis de se dire mince, on bascule, et il fallait revenir. C'était un escape game presque. Ouais, c'était chaud. Mais si tu traverses pas ces moments-là, c'est pour ça qu'après les vampires c'est facile. Eh ben, tu progresses pas. tu progresses pas, il faut pouvoir expérimenter ces difficultés-là. Et dans les vampires, ça s'est produit également? Non, c'était vraiment, franchement, c'était facile. Ce qui était difficile finalement, c'était la discipline, c'est-à-dire d'arriver justement à se contrôler les uns les autres, à pas être dans l'admiration des uns les autres, parce qu'on était tellement heureux de se retrouver, et puis de voir la performance des uns et des autres, que tu as tendance à être spectateur, et donc non, il fallait une discipline pour... il faut absolument que moi je sois concentré sur mon travail, parce que sinon... qui sont difficiles, parce que Bruno, Ouais, il a un côté machine comme ça, de guerre, il est capable d'enquiller avec une même régularité et tout ça, en faisant des petites variantes à chaque fois. Il y a des mecs, genre Fred Blin, dont je parlais tout à l'heure, qui est un psychopathe. Qui est un clown, c'est un clown. Le mec, il change de version à chaque prise. Il est en face. C'est un improvisateur génial, donc il faut pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir suivre, et il faut pas se marrer. Parce que tu as un type, un fou qui joue en face de toi, lui et les autres. Pradal, c'est pareil, Clément, pareil, Julie, n'en parlons pas. Enfin, donc ils sont tous fous, donc il faut se tenir. T'as pas le temps de déconner, t'as pas le temps de rigoler. Il faut rester concentré. Ouais. Bon, eh bien, je pense qu'on peut les applaudir très très chaleureusement. Je vous remercie d'avoir partagé toutes ces expériences de tournage avec nous. Je vous rappelle que Les Vampires d'Avallon sera donc en ouverture de la 8e édition du film fantastique de Menton ce soir, et que nous les retrouverons tous pour notre plus grand plaisir. Merci à tous. Merci à vous.